Notre débat consacré ce soir au Qatar qui est prêt à investir dans les banlieues françaises. L'Émirat pourrait mettre 50 millions d'euros dans un fonds qui serait cofinancé par l'État français mais également par le secteur privé français. Alors peut-on faire confiance au Qatar, ce petit Émirat qui applique un islam rigoriste, même s'il est plus modéré, on l'a dit, que son voisin saoudien. On en parle ce soir avec nos invités, avec Karim Sader qui est politologue et consultant pour la région, consultant également pour le Qatar, mais qui ne travaille pas pour les Qataris. Avec nous, Éric Dénessé, qui vient de publier ce livre, qui est directeur du Centre français de recherche sur le renseignement et qui vient de publier « Les services secrets français sont-ils nuls ?» et c'est aux éditions Ellipse. Nous sommes également avec Leïla Legmara, qui est la vice-présidente de l'ANEL, l'Association nationale des élus locaux pour la diversité, qui a frappé aux portes du Qatar pour demander donc des financements. Enfin, nous sommes avec Nabil Enasri, qui est président du collectif des musulmans de France et spécialiste du Qatar. Avant de reprendre ce débat, je vous propose d'écouter Gilbert Collard, membre du Front National et qui a réagi donc à ces investissements qataris dans nos banlieues françaises. C'était chez notre confrère Jean-Jacques Bourdin, vendredi sur RMC. Ce n'est pas par charité, enfin arrêtez de rêver, ce n'est pas par charité que de l'argent est mis précisément dans les banlieues. Alors, quelle musique un jour ils choisiront? Une forme de prosélytisme? Ça peut être du prosélytisme, ça peut être une emprise idéologique, ça peut être une emprise territoriale, mais celui qui paye choisit la musique. Karim Sader, ce que vous nous disiez tout à l'heure, vous réagissiez à ce que disait Nabil Esnari, qui disait finalement le Qatar, c'est pas le wahhabisme, c'est pas un islamiste rigoriste. Il nous disait les femmes peuvent conduire, les femmes votent au Qatar. Donc voilà, oui, enfin, je suis d'accord. Il ne faut pas être inquiet finalement si non, je l'entends, parce qu'il y a... Non, il faut bien préciser les choses. D'abord, oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas la même forme de rigorisme qui est en vigueur au Qatar. D'abord, c'est pas pareil. Le Qatar, c'est 200 000 habitants autochtones. Donc, seulement, je vous signale un événement qui s'est produit l'été 2011. Sur l'île de Pearl, donc, qui est la zone touristique du Qatar, l'alcool a été interdit. Qu'est-ce qui se passe en fait dans cet émirat? L'émir est forcément obligé de jongler entre ses aspirations modernistes, quand on le voit notamment s'afficher avec sa première dame, l'une de ses épouses, son épouse préférée, dit-on, Moza, à l'étranger, qui est la seule première dame du Golfe à s'afficher le visage découvert. Mais d'un autre côté, cela irrite une grande partie de la population, donc il est obligé parfois de mettre de l'eau dans son thé, donc d'accorder à cette frange traditionnaliste justement une part de raison. Donc oui, je suis d'accord avec vous qu'on n'est pas dans le même état d'esprit, mais il y a des velléités... Voilà, on voit l'épouse, Moza, voilà. Ici, voilà l'image. Il y a forcément des velléités. Alors, je ne dis pas que le Qatar cherche à convertir tout. Enfin, il y a une part de fantasme, effectivement, dans ce débat dont il faut s'éloigner, c'est certain. Mais il est sûr également que ce n'est pas totalement innocent et naïf de la part des Qataris que de faire une percée au-delà de ce territoire. Il faut juste signaler une chose. Le Qatar, d'abord, pour s'éloigner un petit peu de cette polémique et revenir un petit peu à l'origine de toute cette affaire. Le Qatar est un pays qui est coincé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui a sur son territoire les plus grandes bases américaines hors du territoire américain. Donc c'est important, on présente le Qatar comme un émirat francophile, mais le premier allié, l'assurance vie contractée par le Qatar pour se prémunir des tensions régionales, ce sont les États-Unis, le parapluie sécuritaire américain. Donc pour exister hors de ses frontières, cet État, ce micro-émirat qui a développé une sorte de complexe, le complexe quand même d'être le petit émirat entouré par les mastodontes régionaux. Alors on rappelle que c'est la surface, c'est à peu près la superficie, l'équivalent de la Corse, c'est 1,7 million d'habitants, voilà. Donc 85% d'expatriés. Et une grande majorité d'immigrés issus des pays asiatiques qui sont réduits à un stade de quasi-servage. Il faut le dire, ça aussi. Donc l'image du Qatar à l'intérieur, c'est pas l'image qui véhicule. Donc tout ça pour dire que pour exister à l'extérieur, le Qatar, qui est faible démographiquement, faible militairement, a besoin de tisser des liens de solidarité, des liens hors de ses frontières. Mais je suis tenté de dire toujours, étant donné l'idéologie de cet État, qui se base sur des liens communautaristes, sur des liens religieux. Et c'est ce qui s'est produit.
entre-temps sur le théâtre des printemps arabes. Une dernière chose, s'il vous plaît. Parce que je voudrais donner la parole aussi à Éric Dénessé. Allez-y, je vous en prie, excusez-moi. Il y a deux choses. Encore une fois, je crois que dès qu'on peut attraper de l'argent sur des potentats de cette nature, il ne faut pas hésiter une seconde. Mais là où j'ai une légère divergence avec mon voisin, c'est qu'entre le bleu marine, si je puis dire, puisqu'on parlait de Gilbert Collard, du Qatar et le noir de l'Arabie Saoudite, les nuances sont très mesurées. Je pense que ce que le Qatar fait notamment, c'est qu'il achète une bonne conscience en menant des actions qui sont peut-être dénuées d'arrière-pensée, comme on le disait en France, parce qu'effectivement, son action dans les banlieues est beaucoup moins nocive que celle que vont conduire des associations comme le Tablir, des structures qui vraiment mettent l'islam radical au cœur de nos banlieues. Mais le Qatar s'achète aussi une espèce de blanc-seing pour la politique étrangère ultra-extrémiste qu'il conduit dans le monde. Et aujourd'hui, on est en train de parler du Qatar comme d'un État normal. Or, si on faisait une échelle d'État démocratique, je suis désolé, le régime de Bachar el-Assad, malgré ses énormes défauts, était encore 2 fois plus démocratique que le régime du Qatar. On est en train de donner des leçons de démocratie à un pays... Là, vous allez loin quand même, mais bien sûr, mais non, le régime de Bachar el-Assad avant la guerre civile... torture les enfants, le Qatar torture les enfants... Le régime de Bachar el-Assad avant la guerre civile était sur le plan du fonctionnement intérieur du pays, malgré des exactions policières que tout le monde reconnaît, je ne vous dirai pas le contraire, était sur le fonction du fonctionnement national nettement plus démocratique que n'est le Qatar. Ce que vous voulez dire, c'est que le Qatar est plus répressif donc, que la Syrie mais de Bachar el-Assad. Le Qatar ne donne aucun droit démocratique à sa population. Mais est-ce qu'il torture? Est-ce qu'il y a des arrestations ne se calcule arrestations pas sur la seule torture. Est-ce qu'il y a des arrestations d'opposants? Mais bien évidemment, mais vous ne répondez pas à la question quand vous dites ça. La démocratie, c'est pas uniquement la torture dans les prisons. L'échelle de la démocratie, c'est pas ça. Évidemment que la Syrie torture. Peut-être que la comparaison est un peu aventureuse. Voilà. Je pense que ce que vous voulez mais dire, sur le principe, ce qui est démocratie. intéressant, c'est qu'on est aujourd'hui avec un État qui finance des groupes salafistes, qui tuent et qui torturent aussi en Syrie comme ils l'ont fait en Libye. On est sur un État qui intervient au Nord Mali pour répandre un islam radical qui détruit les traditions africaines dans lesquelles on coupe les mains, on viole des femmes et des enfants. Aujourd'hui, le Qatar, vous êtes d'accord que le maire de Gao disait ça, que le Qatar finançait les bien islamistes sûr, ce sont les premiers du nord du Mali. Et même dans les opérations militaires comme celles qui ont eu lieu en Afrique du Nord et en Libye en particulier, on a vu le double jeu des Qataris et ce sont des choses qui ne sont pas trop remontées puisque les bonnes relations d'État à État nous ont évité de le dire. Donc on se retrouve dans un paradoxe où c'est un État au sens propre salafiste modéré, ce qui fait sourire, qui soutient un islam radical de la pire espèce, non pas dans nos banlieues, mais à l'étranger, dans le monde arabe, pour la simple raison que pour l'émir du Qatar et les représentants de ce pays, avoir dans des pays notamment comme la Syrie, des Druzes, des Alaouites, des Chiites, des chrétiens et des sunnites qui vivent en paix, c'est insupportable pour eux. Ils ne veulent qu'une seule tête avec un régime terrible. N'oublions pas que ce que c'est le Qatar. C'est un bédouin avec 2 chèvres et quelques chameaux qui a découvert du pétrole, 200 000 habitants. Aujourd'hui, il se retrouve à jouer le rôle de Venise à la période du XVe siècle. Or, il ne représente rien. C'est toujours difficile de faire la part entre la stratégie personnelle de l'émir du Qatar et de son fils, la stratégie économique que l'on décrivait et leur stratégie politique. Il y a ces 3 strates à bien avoir à l'esprit. Si vous me permettez, j'aimerais bien rappeler un chiffre. Alors, allez-y, Leïla Lagmarin, ensuite je donnerai la parole à Nabil et Nasri. Non, je voudrais juste, je pense qu'on est vraiment en plein fantasme, en plein délire. Parce que vient de dire Éric Dénessé, on n'est pas dans le fantasme, mais dans le délire. Mais je pense que le Qatar soutienne les islamistes radicaux au Nord Mali. Personne ne le nie, mais vouloir systématiquement montrer le Qatar sous le prisme de l'extrémisme religieux, je trouve que c'est un raccourci et c'est surtout très dangereux. Oui, mais Leïla Lagmarin, je suis allée au Qatar. Mais ce que vient de dire Éric Dénessé, je reparle sur le nord du Mali, sur le fait qu'ils soutiennent certaines milices islamistes en Libye. Que le Qatar n'a que ces ambitions-là. En Occident, le Qatar investit entre 15 et 20 milliards en dehors de leurs frontières. Seul 1 milliard, seul entre guillemets, en France. Et nous sommes les seuls à nous inquiéter des investissements qataris. Pourquoi les autres pays ne s'en inquiètent pas ? Donc on a effectivement tout simplement parce que... Mais on s'inquiète aussi du fait de s'acoquiner avec un pays qui ne respecte pas, si j'entends bien Éric Dénessé, les règles démocratiques et qui soutient... Écoutez, moi je suis allée au Qatar, Alors effectivement, c'est peut-être pas une connaissance très élargie, mais je suis allée au Qatar, j'ai été très agréablement surprise de voir que, effectivement, en tant que femme occidentale, je pouvais me promener dans la rue de manière tout à fait libre, sans avoir à porter une tenue très spécifique. Lorsque nous avons été reçus par l'émir, aucun code vestimentaire n'était demandé, on nous a pas demandé de nous voiler, d'avoir des manches courtes. Du Qatar, non, je pense que c'est aussi la vision du Qatar. Et
bien vouloir cesser de montrer le Qatar sous ce prisme d'un pays très dangereux qui n'a que pour vocation à injecter du fondamentalisme dans nos banlieues. De toute façon, le Qatar les banlieues n'ont pas eu besoin du Qatar pour l'islam des caves est quelque chose qui a existé. Et pourquoi l'islam des caves a existé? Justement parce que ces jeunes étaient confrontés au chômage et à l'inactivité. Et je pense que ce qui détournera ces jeunes entrepreneurs de la religion, c'est bien le travail et leur action entrepreneuriale. Nabil Peut-être pour reprendre un peu plus de perspective par rapport à ce qui a été dit, j'ai entendu de politiques extrémistes par rapport au Qatar dans la région. Enfin, il faudrait quand même rappeler que dans la région, le pays qui mène une politique un petit peu extrémiste, ça rappelle quand même un petit peu les États-Unis. C'est-à-dire que ceux qui ont envahi un pays qui s'appelle l'Irak, ceux qui ont renvoyé l'Irak au Moyen-Âge, ceux qui continuent à soutenir d'une certaine manière la politique coloniale répressive israélienne, c'est aussi les États-Unis. Aujourd'hui, on fait le procès du Qatar comme étant un pays finalement à l'islamisme radical qui soutiendrait au Mali ou ailleurs les forces un petit peu obscurantistes. C'est quand même avec ce pays que la France et l'ensemble du monde occidental traitent. Et puis, quand on prend et c'est une erreur justement de traiter diplomatiquement avec un pays comme le Qatar, c'est-à-dire de s'allier avec le Qatar contre le régime de Bachar el-Assad. C'est une erreur qu'on fait. Une erreur ou pas, donc c'est aux politiques de prendre leurs responsabilités. Oui, mais vous, en tant qu'expert, vous avez quand même une idée là-dessus. Ce que j'observe, c'est que la France, encore une fois, et encore une fois tous les pays occidentaux d'une certaine manière, et la classe politique française, de droite comme de gauche, qui donne des leçons d'humanisme, sur les droits de l'homme, de laïcité, etc., de droite comme à gauche, on reçoit chaque semaine au Qatar des représentants des partis, des représentants du gouvernement. Ça s'est fait avec l'épisode de Nicolas Sarkozy. Ça continue à se faire. François Hollande a reçu une fois l'émir du Qatar et 2 fois le Premier ministre qatari. Effectivement, le pays qui a été reçu le plus aujourd'hui en France depuis l'accession de François Hollande en France, c'est le Qatar. Et finalement, d'une certaine manière, les gouvernements passent, mais les intérêts demeurent. Et donc, si on veut véritablement avoir une vue générale sur ce que fait le Qatar dans la région, il faudrait aussi, par exemple, parler d'une certaine manière de l'Arabie Saoudite. Depuis tout à l'heure, on voit et on dit que le Qatar est tributaire d'un islamisme radical. Que dit-on des relations avec l'Arabie Saoudite? Donc, faire attention à un certain nombre de préjugés. Je vais juste apporter quelques petites précisions sur ce qui a été dit par rapport au volet diplomatique. D'abord, le Qatar a une mission bien précise. Le Qatar, il n'a pas débarqué comme ça de nulle part dans ces théâtres de printemps arabe. Le Qatar, aujourd'hui, est en alliance avec les États-Unis et l'Occident, mais surtout avec les États-Unis, pour une mission bien précise. C'est celle de domestiquer, contrôler les nouveaux partis islamistes qui ont émergé des anciennes dictatures, donc qui ont été renversées par les printemps arabes. Et la mouvance que finance et que soutient avant tout les Qatars, et c'est une précision que je voudrais apporter, ce ne sont pas les salafistes, ce sont les frères musulmans. Il arrive au Qatar de chasser sur les terres saoudiennes parce que le financement des islamistes issus de régions défavorisées, donc type salafiste, c'est avant tout la chasse gardée des Saoudiens. Les Qataris, eux, s'occupent des frères musulmans. Les frères musulmans ont un rôle très important au Qatar. Depuis les années 50, le grand-père de l'émir avait comme conseiller une partie des conseillers issus des frères musulmans. L'actuel émir aussi est conseillé par Youssef Qaradawi, le fameux télécoraniste d'Al Jazeera. Donc les frères musulmans sont très présents dans les sphères culturelles, dans les sphères... Donc ces nouveaux pouvoirs qui dominent le Moyen-Orient et qui sont issus de la chute des dictatures laïques, entre guillemets, et autoritaires, sont les nouveaux alliés du Qatar. Et le Qatar est le sous-traitant de l'Occident pour domestiquer. Sauf pour le Mali, en l'occurrence, parce que ça, on ne peut pas dire que l'Occident soutient. Oui, bien sûr. Il arrive au Qatar dans le nord du Mali. de se retrouver justement aussi, parfois, à fricoter. On n'a pas encore totalement des preuves. Moi, je serais un peu plus prudent sur ça, mais effectivement, on a vu quand même une ambulance du Croissant-Rouge du Qatar bien sûr. à Gao, le maire de Gao qui dit... on sait que la frontière entre l'humanitaire et les activités terroristes peuvent être ça peut être une frontière poreuse. Mais voilà. Donc, Éric Dénessé, est-ce que vous pensez que nos routes, aujourd'hui, donc on a cette alliance entre la France et le Qatar, vous pensez qu'à un moment donné, il peut y avoir un clash? Je pense notamment sur la Syrie, où le Qatar est plutôt pour un gouvernement sunnite, la France pour un gouvernement de transition, sur la question malienne. Est-ce qu'à un moment donné, il peut y avoir un clash diplomatique entre notre pays et le Qatar? Je ne vous dis pas non sur le principe, mais je le vois mal se dessiner, parce qu'à la fois sur le Mali, le Qatar risque d'être mis en minorité, sur la Syrie, le régime, tout laisse penser aujourd'hui que le régime syrien
sait, rien ne tombera pas et on sait qu'on va être obligé de rediscuter avec eux. Donc je pense que l'évolution des événements ne va pas conduire à ce clash qui, effectivement, si l'évolution était différente, pourrait arriver. Moi, ce qui me frappe ce soir, c'est que je crois qu'on est globalement tous d'accord avec les différentes positions que l'on a. Je suis désolé que madame ait l'impression d'être attaquée parce que je pense qu'il faut vraiment qu'on récupère cet argent. Nos banlieues, on a besoin, nos jeunes, tout le monde a besoin. Oui, mais si de vous la voulez, en défendre ses points de vue, si on a tendance à faire le jeu du Front National et montrer le danger. Non, le Front National n'est pas là ce soir. Oui, mais justement, j'ai comme le sentiment qu'il plane quelque part un peu du FN au-dessus de nos parce qu'on têtes. récupère de l'argent, je trouve ça maladroit, mais effectivement, si on peut récupérer de l'argent, on le fait. Pour le reste, je partage votre point de vue. On parle du Qatar ce soir, on parlerait de l'Arabie Saoudite ou des États-Unis, il y aurait encore plus à dire. Mais je crois qu'il faut être extrêmement méfiant parce que là, on a une double politique du Qatar qui correspond à sa stratégie, qui est différente au Moyen-Orient, où c'est vraiment un support de l'islam le plus radical, de l'islam armé, non plus, même plus au-delà de salafiste, de l'islam djihadiste, alors qu'il a probablement en France des préoccupations qui sont typiquement économiques, mais parce que sa stratégie a deux axes et qu'il est capable de coordonner les deux sans nécessairement qu'il se recouvre. Il faut aussi rappeler quelque chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les politiques d'austérité où l'argent public se fait rare, l'apport comme ça de plusieurs dizaines de millions d'euros fait du bien d'une certaine manière, exactement, du gouvernement français. Donc derrière tout ce qu'on dit, ou tout ce que pourrait dire une partie de la classe politique s'estimant être agressée par l'argent qatari, finalement ça arrange bien des choses. Je rappelle par exemple qu'il y a quelques semaines, le ministère des Sports en France avait besoin, il y avait un trou dans le budget de 50 millions d'euros. Ces 50 millions d'euros qui sont par exemple le montant de l'aide que va apporter le Qatar. Il y a aussi les 50 millions d'euros, c'est quand même aussi 10% du budget de la politique du ministère de la Ville. Donc l'argent est présent, l'argent va être géré en accord et en connivence d'une certaine manière avec les autorités françaises. Et quand on connaît le Qatar et son souci de l'image, notamment en France, dès le départ, le budget, le fonds en question allait être géré d'une certaine manière en étroite collaboration avec les autorités. C'est pas comme ça. Et pour revenir par rapport à ce qui a été dit précédemment sur, par exemple, le financement de l'islam en France ou de certaines franges, le Qatar sait très bien qu'il marche sur des œufs sur ce sujet. Il ne prendra pas ce risque-là, donc il ne prendra absolument pas le risque de financer des franges plus ou moins radicales, des côtés obscurs de certaines franges, encore une fois, des musulmans français. C'est une politique. Et le Qatar, d'une certaine manière, sur la question du financement de l'islam... Donc, quand je vous entends, c'est banco, finalement. Finalement, ils vont nous mettre 50 millions d'euros, il n'y aura pas de contrepartie et il ne faut pas s'inquiéter. Pas que pour le... Si, la contrepartie est énorme, puisqu'ils investissent dans les entreprises. Donc voilà. Donc, en termes d'image aussi, on le disait tout à l'heure en préalable, effectivement, ce n'est pas de la philanthropie. Ils n'offrent pas cet argent, ils investissent. Donc c'est ça qui est important. Il y a une vraie contrepartie financière pour le Qatar investir dans les banlieues. Et effectivement, vous parliez de l'image. Effectivement, parce que c'est un mot que nous avons beaucoup entendu lorsque nous avons rencontré l'émir. Effectivement, ils sont très très soucieux de leur image. Ils veulent effectivement se présenter comme un pays très ouvert, très moderne. Donc je pense qu'effectivement qu'ils ne prendront pas le risque d'être entachés par des approches religieuses ou fondamentalistes. Donc, en tout cas, il faut surveiller de logique près. Du soft power sur lequel est basée la politique de l'Émirat depuis maintenant bientôt une vingtaine d'années. C'est-à-dire miser, comme l'a rappelé tout à l'heure monsieur, essayer de compenser les faiblesses intrinsèques de la géopolitique de l'État, c'est-à-dire un pays très riche, très faible et très vulnérable, par une politique de l'image destinée à rendre le Qatar incontournable et un petit peu comme un pivot du monde arabe. Vous savez, il y a un risque qu'on ne prendra jamais. Si on ne rembourse pas l'argent que les Qataris, ou si on nationalise les biens que les Qataris ont achetés en France, on ne risque pas l'invasion par l'Émirat du Qatar. Donc le risque est relativement modeste en termes d'influence d'État sur l'État français. Merci à tous les quatre et vous étiez tous finalement d'accord justement sur ce risque relativement faible. Karim Sader peut-être un petit peu moins. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je montre à nouveau, avant de nous quitter, le livre d'Éric Dénessé, « Les services secrets français sont-ils nuls ?» C'est aux éditions Ellipse. Merci à vous quatre, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 19h10 pour un nouveau débat. Très belle soirée.